Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une séance de corrigé d'exercices sur la première partie du chapitre sur les matrices. Cette première partie du chapitre nous a fait découvrir l'objet matriciel, les opérations de base telles que l'addition matricielle, la multiplication par un scalaire et le produit matriciel. Et ces exercices seront notamment basés sur ce produit matriciel à partir du moment où c'est quand même lui qui possède les propriétés les plus intéressantes. Nous avons une première série d'exercices très simples qui mettent en jeu uniquement le fait de trouver des solutions de produits. Le premier exercice est un QCM en 2 questions. Dans la première, on nous demande parmi les propositions qui vont apparaître, quelle est la matrice A telle que 1, 2, 4, moins 1 fois A égale A fois 1, 2, 4, moins 1. On a vu en cours que le produit matriciel n'était pas commutatif dans le cas général, mais il peut y avoir des cas particuliers. Donc effectivement, parmi les matrices qui étaient proposées, il y en avait une qui faisait en sorte que la commutativité existait. Alors je vous laisserai évidemment vérifier par vous-même que cela fonctionne avec la matrice citée en deuxième position. Vous pouvez aussi vérifier que ça ne fonctionnera pas avec les autres. Dans la deuxième question, on demande de calculer le carré d'une matrice, donc c'est le produit de la matrice par elle-même. Là encore, vous pouvez aisément vérifier par vous-même. Le carré de cette matrice est la première qui a été proposée. 2 moins 2, moins de 2. Allez, je passe rapidement à l'exercice 2, où on nous demande de calculer des produits. Alors, je vais en profiter pour rappeler les conditions nécessaires au fait qu'un produit matriciel existe, et lorsqu'il existe, ce qu'on est censé trouver à l'arrivée, en termes de forme. Donc ici, j'ai une matrice carrée de dimension 2 multipliée par un vecteur de dimension 2. Ce sont deux objets tout à fait compatibles, écrits dans cet ordre. Pour que le produit soit possible, il faut que le nombre de colonnes du premier objet soit égal au nombre de lignes du deuxième. Donc là, ça va fonctionner. Et à l'arrivée, nous allons obtenir un objet dont le nombre de lignes est celui du premier et le nombre de colonnes est celui du deuxième. C'est-à-dire que je vais avoir à l'arrivée un objet qui possédera 2 lignes et une colonne, soit un nouveau vecteur. Alors, 2 moins 3 associé à moins 1, 5 en produit scalaire, ça nous donne 2 fois moins 1 plus moins 3 fois 5, autrement dit, moins 17. En dessous, 0, 1 associé à moins 1, 5 va donner 0 plus 5, 5. Donc j'ai à l'arrivée le vecteur moins 17, 5. Dans ce deuxième exemple, on a quelque chose de parfaitement similaire. Donc je montre tout de suite les calculs. Moins 1 fois 30 plus 2 fois 21, ça va nous donner 11. Alors que 4 fois 30 moins 3 fois 21, ça nous donne, alors petit calcul, 120 moins 63, on est à 57. Ensuite, vecteur 1, 5 multiplié par le vecteur moins 3, 2. Alors attention, il ne s'agit pas d'un produit scalaire, encore moins d'un produit vectoriel, il s'agit d'un produit matriciel. Or là, on va s'apercevoir que ça ne fonctionne pas, puisque, je le rappelle, une condition est que le nombre de colonnes du premier objet doit être égal au nombre de lignes du deuxième. Ça ne fonctionne pas ici, c'est un produit impossible. Celui-là, par contre, est tout à fait possible, les nombres se correspondent bien, et à l'arrivée, j'obtiendrai un objet qui possède 2 lignes, parce que la matrice de gauche a 2 lignes, et 2 colonnes, parce que la matrice de droite a 2 colonnes. Ce qui fait que j'obtiens une nouvelle matrice carrée de dimension 2. Évidemment, on associe comme toujours chaque ligne à chaque colonne. Donc par exemple, pour le terme de première ligne, première colonne à l'arrivée, je dois utiliser la première ligne à gauche avec la première colonne à droite. 2 fois moins 1 plus moins 3 fois 4. Résultat, moins 2, moins 12, moins 14. Et ainsi de suite en associant chacune des deux lignes à gauche avec chacune des deux colonnes à droite. Ce produit-là, c'est l'équivalent des cas A et B, mais en dimension 3. Donc bien entendu, c'est possible, et bien entendu, le résultat est un nouveau vecteur de dimension 3 cette fois-ci. Avec un exemple pour calculer la première coordonnée du vecteur résultat, en utilisant la première ligne de la matrice, 2 moins 1, 2, avec le vecteur 1, 2, 3. 2 fois 1, plus moins 1 fois 2, plus 2 fois 3. Une matrice carrée de dimension 2 multipliée par une matrice carrée de dimension 3, bien entendu, ça ne peut pas fonctionner.
Une matrice rectangulaire a 2 lignes, 3 colonnes, multipliées par une matrice carrée, 2 lignes, 2 colonnes. Est-ce que ça peut marcher? Le nombre de colonnes du premier objet doit être égal au nombre de lignes du deuxième. Donc, pardon, oui, c'est ça. Donc ça ne marche pas. Par contre, si je les écris dans l'autre sens, ce produit-là est possible. Alors effectivement, chaque ligne de la matrice de gauche peut être associée à chaque colonne de la matrice de droite. L'objet à l'arrivée va posséder 2 lignes, puisque l'objet de gauche en avait 2, et 3 colonnes, puisque l'objet de droite en avait 3. Et un petit exemple de calcul, avec la première ligne de la matrice de gauche et la deuxième colonne de la matrice de droite, j'obtiens 5 fois 4 plus 2 fois 3, 20 plus 6, 26. Évidemment, résultat qui se retrouve en première ligne, deuxième colonne. Enfin, multiplier entre elles deux matrices carrées de dimension 3, c'est évidemment tout à fait possible. Ça nous fait faire 9 produits scalaires pour calculer les 9 résultats. Là encore, je vous laisse vérifier par vous-même ce résultat-là. Dans l'exercice 3, on recommence sur le même principe. On donne les matrices A, 1, 2, 3, 4, et B, 1, moins 2, moins 3, 4, ainsi que le vecteur V, 15, moins 2. Déterminer les produits A fois B fois A fois V, B fois V. On en profitera pour vérifier si, dans ce cas particulier, A fois B est égal ou pas à B fois A. Là encore, je vous laisse faire les calculs par vous-même, et vous allez atterrir sur un résultat pour AB qui est moins 5, moins 6, 9, 10, et sur BA qui est moins 5, 6, moins 9, 10. Les résultats se ressemblent beaucoup, mais ne sont pas identiques. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se ressemblent beaucoup? Parce que les deux matrices qu'on multiplie ensemble se ressemblent beaucoup. À un signe près, à deux endroits différents, on avait quasiment la même matrice. A fois V donne ce vecteur-là, B fois V donne ce vecteur-là, et je n'irai pas plus loin là-dessus. L'exercice 4 nous demande encore les mêmes types de calculs, et on en profite aussi pour faire des remarques sur des particularités qu'on peut observer. Et d'ailleurs, pas forcément uniquement sur les points E et F, comme on va le voir tout de suite. 2, 0 fois 0,1 est une matrice diagonale. Cette matrice, je la multiplie à un vecteur qui est moins 1, 5. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, avec la première ligne de 0, je vais obtenir 2 fois moins 1 plus 0 fois 5, donc moins 2. Et avec la deuxième ligne 0, 1, je vais obtenir 0 fois moins 1 plus 1 fois 5, donc 5. À l'arrivée, j'ai le vecteur moins 2, 5. On s'aperçoit que chaque terme de la diagonale de la matrice, c'est tout simplement multiplié à la coordonnée correspondante du vecteur. Voilà, donc lorsqu'on a une matrice diagonale multipliée par un vecteur, ça va se passer systématiquement de cette façon. Si, de plus, les deux termes de la diagonale sont identiques, donc avec la matrice scalaire 3, 3, eh bien, j'ai tout simplement 3 fois i. I étant toujours la matrice 1, 0, 0, 1. Or, 3 fois i fois v, c'est égal à 3 fois v, puisque i fois v est égal à v. Donc, je vais obtenir bien évidemment le triple du vecteur de départ. C'est exactement comme si j'avais écrit le réel 3 fois le vecteur 4, moins 1. Je multiplie entre elles ici deux matrices diagonales, et une fois les calculs effectués, les zéros nous simplifiant la tâche, on s'aperçoit qu'on obtient une matrice diagonale dont les termes sont les produits 2 à 2 des termes diagonaux. 2 fois 3, 6, 1 fois 5, 5. Et on nous demande dans le petit d de vérifier, dans le cas général, que ça sera le cas. Et effectivement, si on reprend nos calculs avec des coefficients qui cette fois-ci s'appellent AB et CD, eh bien, on le sait, on obtiendra, enfin on le sait, vous allez le déterminer, bien entendu, on obtiendra la matrice diagonale ACBD. Particularité du point E, on multiplie entre elles deux matrices triangulaires supérieures. Autrement dit, au-dessous de la diagonale principale, on n'a que des zéros. Ce qui va se produire, et vous pouvez le vérifier en regardant le détail de chaque calcul, c'est que on obtiendra, encore une fois, une matrice triangulaire supérieure, et que, de plus, les termes de la diagonale de la matrice résultat, 8, moins 6 et 5, sont les produits 2 à 2 des termes de la diagonale des deux matrices de départ. Je reprends les deux matrices de départ, 2 fois 4,
8, moins 3 fois 2, moins 6, 1 fois 5, 5. Là encore, on peut montrer que dans le cas général, c'est ce qui va se produire systématiquement. Bon, comme souvent chez les matrices, la démonstration n'est pas extrêmement sexy, donc on a tendance à s'en passer, mais on admettra que effectivement, si on remplace nos coefficients par des coefficients AIJ et BIJ, eh bien les coefficients CIJ vont prendre telle forme. Dernier exemple, la matrice F, ici, semble relativement anodine, enfin l'exemple F, pardon. 1 moins 3 fois moins 2, 6, excusez-moi, 1 moins 3 moins 2, 6 fois 1, 2, 3, 4. Je fais mes calculs et j'ai ce résultat-là à l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que dans le résultat, il existe une situation de proportionnalité. Il se trouve que la deuxième ligne de la matrice, qui est 9, 15, est exactement égale à moins 3 fois la première ligne. Est-ce que ça signifie qu'on a une proportionnalité verticale cette fois-ci? Oui, en dimension 2, toujours. Effectivement, la deuxième colonne vaut les 5 tiers de la première. Alors, ça n'est pas dû au hasard. C'est lié au fait que j'avais placé une des deux matrices de départ dans la même situation. Il y avait une situation de proportionnalité dans la toute première matrice. La deuxième colonne, moins 2, 6, est effectivement égale à moins 2 fois la première colonne. Ou encore, la deuxième ligne, moins 3, 6, vaut moins 3 fois la première ligne. Si on a cette particularité dans une des deux matrices de départ, alors on l'aura à l'arrivée. C'est un problème, on le verra un petit peu plus tard dans le cours, de déterminant égal à 0. En dimension 2, ça se traduit par une situation de proportionnalité. On verra à l'avenir qu'en dimension 3, il peut y avoir des cas un peu plus subtils que ça. Voilà. Passons à l'exercice suivant. On nous donne deux matrices, A égale 1, 1, 1, 2 et B égale 1, 3, 2, 2. Alors, on n'a pas de situation de proportionnalité ici, dans aucune des deux matrices. On nous demande de calculer AB puis BA. Alors, peut-être pour s'apercevoir que ces deux produits sont identiques, peut-être pas, on va voir. A fois B, après calcul, nous donne 4, 7, 4, 6. Alors que BA nous donne 3, 5, 5, 7. Non, effectivement, AB est différent de BA. Très bien. Voyons ce qu'on nous demande ensuite. Calculer A plus B au carré. Est-ce que A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B carré? Autrement dit, est-ce qu'il existe des formules de produits remarquables au sens large chez les matrices? Et si oui ou sinon, pourquoi? Évidemment, il va falloir qu'on se justifie. Alors avec un exemple numérique, se justifier, ça va consister à effectuer les calculs. A plus B au carré, d'un côté, nous incite ou nous oblige à calculer déjà la somme. A plus B vaut 2, 4, 3, 4. Et donc, si je mets A plus B au carré, je multiplie cette matrice par elle-même, mon résultat est 16, 24, 18, 28. Très bien. Alors, je ne vais pas tenter de dire « Ah ben maintenant, on peut développer et on va obtenir, etc. » Non. Je vais calculer d'un autre côté A carré plus 2AB plus B carré. Autrement dit, je calcule A fois A plus 2 fois A fois B plus B fois B. Une fois que tous les calculs sont effectués, on s'aperçoit qu'on a un résultat qui est 17, 26, 17, 27. Ce n'est pas très éloigné de A plus B au carré, mais ça n'est pas A plus B au carré. Bon, malheureusement, les produits remarquables ne fonctionnent pas chez les matrices. Alors, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un développement chez les matrices? En fait, si, on peut faire un développement. A plus B au carré se développe. Il s'agit de A plus B facteur de A plus B. Et on a vu que chez les matrices, le produit la multiplication plutôt est distributive sur l'addition. Donc A plus B facteur de A plus B, c'est égal à A carré plus AB plus BA plus B carré. Le problème, c'est que voilà, si vous faites un développement rigoureux, vous avez un terme qui s'appelle AB et celui d'à côté qui va s'appeler BA. Or, chez les matrices, AB n'est pas BA. Du coup, je ne peux pas dire que AB plus BA peut se regrouper en 2 AB. Ça ne fonctionne pas à cause de ça.
Exercice suivant. Donc là, on entre dans le cadre d'une recherche de matrice. Je prends un couple AB de réels quelconques, en imposant quand même que petit a soit non nul. Donc AB appartient à R étoile croix R. Trouvez toutes les matrices réelles qui commutent par produit avec la matrice grand A qui est petit a 0 BA. Donc j'ai en dimension 2, tant mieux, une matrice triangulaire supérieure dont de plus les deux termes diagonaux sont égaux. Quelles sont toutes les matrices qui commutent avec celle-ci? Alors d'abord, il faut chercher dans la bonne dimension. Quelles sont les matrices qui ont des chances de commuter avec celle-ci? Quelles sont les dimensions des matrices recherchées? Pour que le produit soit possible dans les deux sens, il faut que le nombre de colonnes d'une matrice soit systématiquement égal au nombre de lignes d'une autre, quel que soit l'ordre. Ça signifie que, si on y réfléchit 2 secondes, B doit être de même dimension que A. B doit être forcément une matrice carrée de dimension 2. Deuxièmement, nommer les différents termes d'une telle matrice. La matrice B, je vais donner des noms à ses coefficients, donc je vais appeler ses coefficients CD, EF. Et maintenant, je vais poser que grand A fois grand B doit être égal à grand B fois grand A. A fois B, ça va donner, en calcul détaillé, AC plus BD en premier, AD en deuxième, AE plus BF en troisième, AF en quatrième. OK. B fois A maintenant. Le produit n'étant pas symétrique par rapport à sa forme, j'obtiens des expressions différentes. AC en premier, AD en deuxième, AE plus BC en troisième, AF plus BD en quatrième. Donc j'ai certaines similarités, mais j'ai clairement des différences presque partout. Écrire puis traiter le système obtenu de par l'égalité AB égale BA. Si on impose maintenant à AB d'être égal à BA, alors les matrices qu'on a obtenues précédemment doivent être égales terme à terme. C'est-à-dire que, par exemple, si je regarde les termes en haut à gauche, AC plus BD pour la matrice AB doit être égal à AC pour la matrice BA. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça me donne ensuite? Eh bien, AC plus BD doit être égal à AC. AD doit être égal à AD. C'est ce que donne la condition 2. Ce qui sera pas très difficile à obtenir, ça ne va pas nous apprendre grand-chose. AE plus BF doit être égal à AE plus BC. AF doit être égal à AF plus BD. Alors, si je simplifie un petit peu ça, puisqu'il y a des choses qui en découlent qui sont assez évidentes, 1 et 4 me disent toutes les deux que peu importe A, C ou F, BD doit être égal à 0 pour que les égalités 1 et 4 soient vraies. Donc le produit BD doit être égal à 0. Et puis, la condition 2 disparaît, puisque ça n'est pas une condition, c'est toujours vrai. La condition 3 va impliquer que BF doit être égal à BC, puisque je peux simplifier par AE de chaque côté. Voilà, donc on y voit un tout petit peu plus clair. On obtient finalement deux conditions, BD égale 0, BF égale BC. Et on va pouvoir séparer ça en différents cas possibles sur B, C, D, F. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a des conditions qui relient B, C, D et F. Par contre, petit a a un peu disparu de la circulation. Et petit e, petit a ne va pas influer, si vous voulez, sur la matrice grand B. Petit a était un coefficient de la matrice grand A. Et le coefficient E, lui, qui appartient à la matrice grand B, peut être n'importe quel réel. C'est-à-dire qu'on n'a rien d'imposé sur le coefficient E. Très bien. L'équation est conduite à deux cas. Si B fois D égale 0, c'est que soit B est égal à 0, soit D égale 0. Soit les deux, bien sûr. Donc je prends le premier cas, B égale 0. Qu'est-ce qui se passe si B égale 0? Alors, je reviens dans mon système. Ligne numérotée 3, BF égale BC. Oui, mais si B égale 0, F et C peuvent être quelconques.
Et la ligne numéro 1 me disait aussi que D peut être quelconque. Bref, j'ai vraiment une infinité de choix possibles avec des coefficients qui sont quelconques et indépendants les uns des autres. B égale 0, ça veut dire que la matrice grand A de départ est une matrice diagonale. A0, 0A. Donc je rappelle que la forme générale de grand A, c'était A0, BA. Eh bien, je suis en train de voir que je peux mettre n'importe quel coefficient dans la matrice B, en termes de valeur C, D, E, F, elle commutera avec A. Alors, ça n'est pas très étonnant si on se rend compte que la matrice grand A est à ce moment-là égale à petit a fois grand I. Et donc, on sait déjà que grand I fois n'importe quelle matrice B est égal à B fois grand I. C'était une des propriétés, une des remarques qui avait été faite dans le cours. Avec la multiplication par grand I, il y a commutativité du produit. Donc qu'on ait un coefficient réel petit a en facteur de tout ça ne change rien à la commutativité. Deuxième cas, B est différent de 0. Donc cette fois-ci, la matrice A ne sera plus diagonale, ça sera une matrice quelconque, petit a0, BA. Alors, la ligne 1 nous montre que D doit être égal à 0. Et la ligne 3 nous montre que F doit être égal à C. Puisque dans la ligne 3, si B est différent de 0, on peut simplifier par B. Donc D doit être égal à 0, F doit être égal à C. Quant à E, il peut être quelconque. Ça nous donne quoi pour la forme des matrices B? Eh bien, ce sont des matrices qui auront fatalement la même forme que la matrice A de départ, mais avec des nombres différents, bien sûr. Voilà, donc nous venons de résoudre notre cas. Nous venons de trouver toutes les matrices qui commutent avec des matrices de type petit a0, petit b, petit a. L'exercice 7 nous parle des matrices et du produit d'une manière légèrement différente. Établir la matrice grand F telle que OA égale grand F fois OM, avec OM qui a pour coordonnées x, y, z, dont l'image par la fonction petit f est OA, qui est x plus y plus z, x plus 2y plus 3z et z. Alors, autrement dit, il faut chercher la matrice grand F telle que grand F fois le vecteur OM x, y, z nous donne le vecteur OA à l'arrivée, celui qu'on a sous les yeux. Qu'est-ce qu'il faudrait comme matrice? Bien, en fait, je vais noter une matrice quelconque. Bien entendu, c'est une matrice carrée de dimension 3 qui va transformer un vecteur de dimension 3 en un autre vecteur de dimension 3. Et je vais écrire le produit F fois OM. Ça va nous conduire à obtenir un vecteur qui aura pour coordonnées les coefficients de la première ligne de grand F associés à x, y, z, en première coordonnée donc. En deuxième coordonnée, les coefficients de deuxième ligne de F associés à x, y, z, et ainsi de suite. Donc, si on identifie un petit peu ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on voulait obtenir dans l'énoncé, eh bien on a sous les yeux, dans le vecteur OA, les coefficients de la matrice F. Voilà, donc ça c'est une forme de réflexion qui sera notamment vue en deuxième année lorsqu'on parlera application linéaire. L'exercice 8. Soit une matrice carrée A inversible telle que A carré moins A moins I égale O. Donc c'est une équation que j'appelle E, où I désigne bien sûr la matrice identité, et O la matrice nulle. Alors attention, on pourrait être tenté de faire l'analogie avec une équation du second degré x carré moins x moins 1 égale 0, et se dire, bah, après tout, voilà, l'unité chez les réels c'est 1, l'unité chez les matrices c'est I. Si je trouve des racines à cette équation du second degré chez les nombres réels, je n'aurai qu'à multiplier ces racines par I pour trouver des solutions grand A. Et là, on commettrait une lourde erreur. C'est un cas suffisamment intéressant et important pour que on traite cet exercice d'une manière très détaillée et que je le reprenne en introduction du cours numéro 2. Alors, on va suivre l'énoncé, pas à pas, sereinement. Première question, vérifier que la matrice que j'appelle A indice 7, qui est égale à 3, 1, moins 5, moins 2,
est solution de E. 3, 1, moins 5, moins 2, fois 3, 1, moins 5, moins 2, moins 3, 1, moins 5, moins 2, moins 1, 0, 0, 1, bref, A carré moins A moins I est censé donner la matrice 0, 0, 0, 0. Après, détailler un petit peu les calculs, on s'aperçoit assez rapidement que oui, effectivement, ça marche avec celle-là. Alors on se rend compte déjà qu'on est loin d'avoir une solution réelle multipliée par la matrice I en tant que solution de l'équation du second degré, entre guillemets, qui est écrite dans l'énoncé. Bon, cette matrice est une des solutions. Ce qui nous intéresse évidemment dans l'exercice, notre objectif, c'est de déterminer toutes les matrices qui seront solutions de cette équation. Alors, justement, c'est ce qu'on nous demande en question 2. Alors, nous allons nous retrousser les manches, prendre notre courage à deux mains, et la bonne manière de se poser la question, c'est la manière analytique. C'est-à-dire qu'on pose la matrice grand A, AB, CD. Et heureusement, dans la question 2, on nous a demandé de déterminer les matrices de dimension 2, pas n'importe quelle matrice. Bien, donc si je pose grand A sous cette forme, que me donne l'équation E? Eh bien, je vais faire comme dans la question 1, mais avec mes coefficients A, B, C, D. Et cette fois-ci, j'obtiens des choses qui sont celles-ci, que vous vérifierez. Je ne vais pas détailler les calculs, parce qu'on sait maintenant comment multiplier et additionner des matrices. Mais on obtient au bout, en bas à droite, un système qui possède 4 équations et 4 inconnues. La première étant a carré plus bc moins a moins 1 égale 0. La dernière lui ressemble beaucoup. bc plus d carré ou d carré plus bc moins d moins 1 égale 0. Donc a et d ont un rôle un peu similaire dans tout ça. Et puis deux équations centrales qui, elles, se factorisent. B facteur de a plus d moins 1 doit être égal à 0, et C facteur de a plus d moins 1 doit être égal à 0. Donc ça nous donnera une relation supplémentaire, éventuellement, entre A et D. Alors on va décortiquer ça, et comme à chaque fois qu'on a un système un petit peu compliqué avec un nombre d'équations un peu important, il vaut mieux commencer par faire des choses au cas par cas, et surtout par les équations qui ont pu être factorisées. C'est vraiment ça qui sera le plus simple pour démarrer, et pour bien démarrer dans un système. Je réécris ce qui nous intéressait en exercice pour ne pas le perdre de vue, et démarrons avec un premier cas sur l'équation 2, et si petit b était égal à 0. Alors, si b égale 0, l'équation 2 montre que a plus d moins 1 peut être quelconque. Alors là, il faut être vigilant parce qu'il existe aussi dans le système l'équation 3. Si a plus d moins 1 n'est pas égal à 0, alors il va falloir que c soit aussi égal à 0. Donc, à voir. On aura certainement à penser à ce point-là. Par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau des équations 1 et 4? Si b égale 0, les équations 1 et 4 sont à nouveau identiques. A carré moins a moins 1 égale 0, et tout en bas, d carré moins d moins 1 égale 0. Autrement dit, a et d sont solutions de l'équation du second degré réelle, x carré moins x moins 1 égale 0. Ces équations ont un discriminant égal à 5, et donc deux racines réelles distinctes qui valent 1 plus racine de 5 sur 2 ou 1 moins racine de 5 sur 2. Donc A vaut l'une des deux racines et D vaut l'une des deux racines. Et il n'est pas interdit à A et D d'être égales. Il n'est pas non plus interdit à A et D d'être différentes. Donc on a finalement 4 cas de figure possibles pour choisir un couple AD. Alors, je vais préciser une chose qui nous permettra de simplifier les écritures pour la suite. C'est qu'on est sur une équation très caractéristique, x carré moins x moins 1 égale 0. C'est une équation qui possède deux racines réelles de signes différents. 1 plus racine de 5 sur 2 est positif et 1 moins racine de 5 sur 2 est négatif. La première des deux, celle qui est positive, est appelée le nombre d'or. Donc c'est lui qui est par définition le nombre positif qui vérifie l'équation x carré moins x moins 1 égale 0. Qu'est-ce que c'est que 1 moins racine de 2, 1 moins racine de 5 sur 2 par rapport
à 1 plus racine de 5 sur 2, eh bien, c'est tout simplement l'opposé de son inverse. C'est-à-dire que si j'appelle phi le nombre d'or, alors 1 moins racine de 5 sur 2 vaut moins 1 sur phi. Ou encore 1 moins phi. Donc ce nombre d'or possède des particularités assez remarquables que d'autres réels ne possèdent pas. C'est d'ailleurs le seul qui possède ces particularités, chez les réels positifs en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que on a finalement deux racines de cette équation, ou plutôt de cette expression x carré moins x moins 1, qui peuvent être notées phi d'un côté, 1 moins phi de l'autre. Il y a une relation très forte entre les deux. Alors, je vous laisserai en tout cas vérifier par vos soins, puisque c'est quand même de niveau lycée, le fait que, effectivement, 1 moins racine de 5, le tout sur 2, vaut 1 moins 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Alors, voyons voir maintenant ce qui se produit dans les équations 2 et 3. En fait, si C est nul, enfin, si A est différent de A moins D, si je veux dire, C est forcément nul. Donc, je regarde l'équation numéro 3. C facteur de A plus D moins 1 égale 0. Si jamais je choisis A et D égales au-dessus, par exemple A égale phi, D égale phi, je vais vite m'apercevoir que A plus D moins 1 n'est pas nul. Donc l'équation numéro 3 du système me dit c'est C qui doit être nul. Donc voilà ce que je suis en train de dire au départ. A égale D est associé à C égale 0. Donc A égale D égale phi ou A égale D égale A moins phi. Par contre, si A égale phi et D égale A moins phi, ou le contraire, A plus D moins 1 devient égal à 0. Et donc l'équation 3 du système n'impose plus du tout à C d'être nul. Donc là, on a deux cas de figure différents. Les matrices de type A1 et A2, où petit a et petit d sont égaux, et où petit c en haut à droite peut être égal à 0, ou plutôt doit être égal à 0. Et puis, les matrices de type A3 ou A4, dans lesquelles petit c n'est pas obligé d'être égal à 0. Mais attention, il pourrait l'être. Petit c est un réel quelconque. Donc on a déjà 4 types de solutions de l'équation de départ a carré moins a moins i égale O. Et encore, ce sont les types de solutions pour lesquelles petit b égale 0. Si maintenant, j'impose à C d'être égal à 0, je vais apercevoir par symétrie dans le système que les choses vont se passer de la même façon, d'un point de vue logique. Petit a et petit d vaudront toujours phi ou 1 moins phi. Donc au niveau de la diagonale des matrices grand A, j'aurai les mêmes choses. Cette fois-ci, par contre, petit c est bloqué à 0, et c'est petit b qui devra être nul dans certains cas, et qui pourrait être quelconque dans d'autres cas. Donc, je vais retrouver les matrices A1 et A2 que j'avais déjà citées, et je vais pouvoir rajouter les matrices A5 et A6 qui apparaissent telles quelles. Voilà. Donc j'ai une symétrie du problème qui est assez évidente quand on regarde le système qu'on a obtenu, qui se trouve encore en haut à droite de cette diapositive. Bon, très bien. J'ai examiné le cas où B est égal à 0, puis le cas où C est égal à 0. Il nous reste à traiter le cas où B et C sont tous les deux différents de 0. Alors, les équations 2 et 3 nous montrent que A plus D moins 1 doit cette fois-ci absolument être égal à 0, quelle que soit la situation. Autrement dit, que D doit être égal à 1 moins 1. Donc ça, c'est une première constatation, mais ça n'impose rien sur les valeurs de A et D. Le tout, c'est qu'il y ait ce lien-là. Les équations 1 et 4 nous montrent que A carré moins A moins 1 doit être égal à D carré moins D moins 1. Alors effectivement, si je reprends l'équation 1, A carré moins A moins 1 doit être égal à moins BC. Attention, cette fois-ci, ça ne doit plus être égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de parler du nombre d'or ici. A carré moins A moins 1 ne doit pas être égal à 0. C'est au contraire, B et C sont non nuls, donc A carré moins A moins 1 ne peut pas
être égal à 0. Idem pour d carré moins d moins 1. Par contre, si je fais la comparaison entre les équations 1 et 4, ces deux quantités-là doivent être égales. A carré moins A moins 1 doit être égal à D carré moins D moins 1. Et comme on avait vu juste au-dessus que D devait absolument être égal à 1 moins A, alors je remplace D par 1 moins A dans ce que je viens de trouver, et je vois où ça me mène. Je développe, je simplifie, je regroupe, et je m'aperçois que tout ça est équivalent à moins A moins 1 égale moins A moins 1. Donc, qu'est-ce que je viens de voir? Eh bien qu'en fait, petit a peut être quelconque. Donc on peut choisir petit a comme on veut. Il suffira ensuite de choisir d égale à 1 moins a, et tout ira bien. Par contre, ça ne veut pas dire que b et c peuvent être quelconques à l'arrivée. Parce qu'il se trouve que a carré moins a moins 1 doit être égal à moins bc. Ça veut dire que a carré moins a moins 1 divisé par c, par exemple, doit être égal à b. Ou divisé par b doit être égal à c. Au signe près. Hein. Donc b et c sont liés. Ils sont liés au calcul a carré moins a moins 1. Alors, pour éviter l'erreur de signe que je viens de commettre à l'oral, j'ai écrit 1 plus a moins a carré. Donc j'écris en fait à partir de l'équation 1 le fait que BC doit être égal à 1 plus a moins a carré. C'est-à-dire que j'ai mis les termes en a et puis le terme 1 à droite de l'égalité. Par contre, BC n'étant pas nul, je dois interdire ici à petit a de valoir phi ou 1 moins phi. Qu'est-ce qu'on a comme matrice solution à l'issue de toutes ces constatations? Eh bien, je choisis A quelconque ou à peu près quelconque. Mais après tout, on verra que si A égale phi, ça peut correspondre à quelque chose qu'on avait déjà dit. Je choisis B comme je veux. Et puis, dans la deuxième colonne, j'ai des contraintes. Petit c en haut à droite doit être égal à 1 plus a moins a carré sur B. Donc ça veut dire B non nul ici. Et puis, en bas à droite, j'ai un coefficient D qui doit être égal à 1 moins A. Donc voilà à quoi ressemblent les matrices pour lesquelles B et C sont non nuls tous les deux. Alors je reviens maintenant au cas où petit a serait éventuellement égal à phi. Ça veut dire que petit d est égal à 1 moins phi. Ça veut dire aussi que petit a est une racine de x carré moins x moins 1. Autrement dit, le coefficient c a un numérateur qui est nul. Et donc je retombe sur une matrice qui va être phi, b, 0, 1 moins phi. Quelque chose qui avait déjà été envisagé dans les solutions de la diapo précédente. Donc cette écriture n'est pas non plus incompatible avec ce qu'on avait pu écrire en faisant intervenir le nombre phi, le nombre d'or, tout à l'heure. Voilà, et il se trouve que cette matrice-là est le 7e type de matrice solution qui a été trouvé, 7e et dernier d'ailleurs, et c'est pour ça que dans la question 1 de l'exercice, la matrice qui avait été envisagée était celle-ci, et que je l'avais notée A indice 7, 3, 1, moins 5, moins 2. Si vous prenez A égale 3 et B égale 1, vous allez vous apercevoir que 1 plus A moins 1 carré sur B vaut effectivement moins 5, et que 1 moins A vaut moins 2. Donc fatalement, cette matrice-là, 3, 1, moins 5, moins 2, devait être solution de notre équation. Je n'avais pas donné cette matrice-là au hasard dans la question 1, bien évidemment. Enfin, quel lien peut-on faire avec l'équation du second degré x carré moins x moins 1 égale 0 d'un connu réel x? Alors, justement, hein, on était quand même autour de cette notion-là, x carré moins x moins 1 égale 0 ou pas d'ailleurs. Eh bien, en fait, je rappelle que cette équation du second degré admet les deux racines réelles phi et 1 moins phi, le nombre d'or et son, entre guillemets, anti-nombre d'or. Le premier vaut 1 plus racine de 5 sur 2, c'est à peu près 1,618. Le second vaut 1 moins le premier, donc environ moins 0,618. C'est tout. Voilà ce qu'on peut dire sur cette équation du second degré. Est-ce qu'on retrouve
Le pendant de ces deux nombres réels chez les matrices en tant que solution de l'équation matricielle, oui. Si je prends la matrice A1 qui avait été citée tout à l'heure, ben A1 c'était simplement phi fois la matrice identité. Et si je replace cette matrice dans mon équation matricielle, je constate qu'effectivement, j'obtiens la matrice nulle. Idem si je reprenais A2 avec 1 moins phi à la place de phi. Ça fonctionnerait très bien aussi. Mais par contre, se baser uniquement sur l'équation réelle x carré moins x moins 1 égale 0 pour dire je vais trouver toutes les matrices solutions de a carré moins a moins i égale O, c'est passer à côté d'une foule de solutions possibles, de type par exemple A7, mais il y avait aussi les matrices de type A3, A4, A5, A6. Donc on est loin du compte et loin de voir toutes les solutions possibles chez les matrices quand on pose le cas et qu'on le transpose chez les nombres réels. Donc ça serait une erreur grossière. Et comme je le disais au démarrage de l'exercice, c'est à tel point important d'avoir ces réflexes-là que je vais commencer la deuxième séance de cours par un cas tout à fait similaire. Ce cas ne fera pas appel au nombre d'or cette fois-ci, mais on aura la même démarche. Et d'ailleurs, dans le troisième cas, B et C non nuls de l'exemple de cours, j'essaierai de montrer une démarche un petit peu différente dans l'examen des différentes équations du système pour vous montrer que, on va dire, tous les chemins mènent à Rome et qu'on peut y arriver d'une autre façon en disant les choses autrement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce diaporama, cette vidéo, et j'attends bien entendu vos commentaires, que j'espère très nombreux, sous la vidéo. Voilà. Questions-réponses maintenant, et à très bientôt de toute façon. Merci, au revoir.